des adolescents que des adultes. En 2007, lorsqu'elle commence à travailler sur son projet de roman, elle s'intéresse aux exilés canadiens-français installés aux États-Unis au 19e siècle pour travailler dans les filatures. Ce contexte historique est devenu la toile de fond de son roman. C'est Assia, publié chez les publications L'Avantage. Elle nous offre une partie de son roman, un court extrait, qui sera suivi de manga. Mel Gosselin sur la scène centrale de ce... Oh, elle a beau! Alors, moi, comment le Japon est venu m'inspirer, c'est à travers les mangas et l'animation japonaise. Je baigne là-dedans depuis que je suis toute petite. J'ai été élevée avec Rémi sans famille, Candy, Albator. Donc, j'étais belle avec ça. Et bien sûr, en tant qu'écrivain, c'est venu m'inspirer dans ma plume. Donc, c'est ça. S'il n'y avait pas été lu avec ces beaux dessins animés-là, je n'avais pas pu écrire Tassia. D'ailleurs, c'est toujours un privilège pour un auteur, quelques cosplays de mes personnages. Je vais essayer de me faire. On est pas mal poignés. Non, on est comme des dieux. Alors, j'ai décidé de vous lire un extrait de mon chapitre 2. Non, moi je veux juste... C'est en fait mon personnage, mon protagoniste, Stanislas. Il y en a un. Il est là. C'est une rencontre entre lui et Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, à la fin du 19e siècle. Alors, c'est parti. Pardon, monsieur, prononça Stanislas timidement. Que me veux-tu, gamin? Tu ne vois pas ce qui me dérange? Vous êtes bien Jules Verne? Jules Verne? Et quoi encore? Saint-Nicolas, peut-être? Écoute, j'écris pas pour les morveux. Les thèmes complexes abordés dans mes bouquins ne t'intéresseront pas. Alors, fiche le camp. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais c'est que mon père m'a dit que Jules Verne était venu donner une conférence, et lorsque je vous ai vu, je trouvais plausible que vous soyez... Tu es vraiment naïf, mon garçon. Cette ville pauvre et sale ne peut éviter que des auteurs ratés dans mon genre, tellement mauvais qu'ils ne sont pas publiés par les grandes maisons d'édition du pays. Lorsque j'ai troqué ma vie de marin pour celle d'écrivain, jamais je n'aurais cru qu'il allait être aussi ardu de percer le milieu littéraire. Faut pas dire ça, monsieur. Plusieurs artistes n'ont connu la célébrité qu'après leur mort, vous savez. Pourriez-vous nous dire votre nom? Peut-être que j'ai déjà lu l'un de vos ouvrages, ou c'est... Je lis beaucoup. C'est Herman Melville, mais ça m'étonnerait beaucoup de me connaître. Herman Melville? Vous êtes l'auteur de Moby Dick, pas vrai? J'ai déjà emprunté ce livre par hasard à la bibliothèque. Que ce soit vos références à la Bible, l'analogie que vous faites entre la chasse à la baleine et la quête de la connaissance, ou votre théorie sur l'intelligence des cétacés, j'ai tout lu avec grand intérêt. On voit que vous connaissez votre sujet sur le bout des doigts. Je suis convaincue que ce roman deviendra un classique. C'est au tour d'Herman Melville d'être sous le choc. Comment un gamin d'une douzaine d'années pourrait-il s'intéresser à son roman comme personne auparavant? Oui. Voyant qu'il était loin de s'adresser à un idiot, il décida d'en apprendre un peu plus sur lui. Si tu savais les critiques négatives que j'ai eues sur cet ouvrage, tu es bien seul à l'avoir apprécié et à avoir compris toute sa profondeur et son symbolisme. Pour avoir su lire entre les lignes de Moby Dick, tu es sans doute l'un des rares à pouvoir écouter et comprendre l'incroyable découverte que j'ai faite il y a une quarantaine d'années. Depuis le temps que je cherche une oreille attentive à mon récit. Dis-moi, mon garçon, quelle perception as-tu des cétacés? Eh bien, la plupart des gens croient qu'il s'agit de gros poissons, mais en réalité, ils possèdent des poumons et respirent le même air que nous. C'est pourquoi ils doivent remonter à la surface pour prendre de l'oxygène, s'ils ne veulent pas mourir. N'avais-tu jamais demandé pourquoi Dieu aurait incommodé l'une de ces créatures de la sorte? Pourquoi les aurait-il condamnés à dépendre de la surface des eaux alors que les océans sont bizarres? J'ai déjà vu que les cétacés auraient déjà vécu sur la terre ferme et qu'ils auraient gardé ce lointain esprit de leur vie passée. C'est ce que plusieurs scientifiques affirment, en tout cas. Les cétacés ont effectivement déjà vécu sur la terre ferme, mais c'était pour nous aider à développer notre civilisation. Sans eux, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ils passent à nos yeux pour de vulgaires bêtes, mais certains de leurs gestes trahissent leur comédie. Que voulez-vous dire?
leurs semblables pour harponner? Combien ont servi à fabriquer de l'huile afin de nous protéger des froids de janvier? Les cétacés sont les plus grandes et les plus puissantes créatures de la planète. Il n'aurait eu aucun mal à nous attaquer et à détruire nos embarcations. Pourquoi construire comme si de rien n'était? Et tu sais pourquoi? Parce que les cétacés ont fait un pacte avec Dieu, il y a des milliers d'années. Et c'est ce pacte qui nous empêche de nous faire du mal. Un pacte? Mais qui vous a raconté cela? On dirait l'intrigue d'un roman de Jules Verne. Vous comptez vous diriger vers ce créneau vous aussi? Herman ouvrit sa mallette et en sortit un journal de bord. En 1841, je me suis embarqué sur un baleinier en route vers l'Australie. Après 18 mois de croisière, j'ai déserté l'équipage lorsque nous avons fait escale sur une petite île polynésienne. J'y ai fait connaissance avec un peuple indigène, les Tahiti. C'est d'eux que j'ai appris l'existence de Cétacea, le royaume des cétacés. J'ai noté tout ce que l'on racontait dans le journal. Stanislas observa rapidement la quantité de textes écrits dans le journal, mais également les croquis qu'avait pris la peine de dessiner Melville. Qui sont ces gens? La véritable apparence des cétacés, telle que décrite par les Tahiti, telle qu'ils nous cachent. Vous croyez donc que, oui, les cétacés seraient des géants qui auraient développé une civilisation parallèle à la nôtre sous les océans? À cause d'une guerre qu'ils auraient déclenchée contre les premiers humains, ils auraient été punis par Dieu. Celui-ci aurait métamorphosé leur branchie en poumons. Coincés en deux mondes, les cétacés ne purent ainsi ni intégrer le monde terrestre, ni retourner vivre à Cétacea au fin fond des océans. Si pendant 20 000 ans, ils vivaient en bon terme avec les hommes, Dieu leur permettrait de regagner leur royaume. Bien que les cétacés aient respecté ce pacte pendant toutes ces années, il manquait une preuve ultime de leur bonne foi. Dieu aurait chargé la grande baleine bleue, reine du peuple des cétacés, de donner naissance à un Messie, un enfant mi-humain, mi-cétacé, symbole éternel d'harmonie entre nos deux mondes. Cet enfant serait celui qui délivrerait les cétacés de leur souffrance et les guiderait vers leur Éden, où ils deviendraient le nouveau souverain. Pour réaliser cette prophétie, les cétacés transférèrent l'âme de la grande baleine bleue dans le corps d'une humaine qui s'était noyée, afin de l'envoyer à la recherche d'un homme qui devrait sincèrement l'aimer. Et là, on raconte que les cétacés auraient perdu la trace de leur reine et que leur espoir se serait dès lors évanoui avec sa disparition.